Parfait. Ben écoutez, puisqu'on est tous opérationnels, eh ben on va rentrer dans le vif du sujet. Si je vous dis conflit Ukraine-Russie, qu'est-ce que vous pouvez, quelle information vous vient maintenant tout de suite à l'instantané? Ben, je voyais le mot tacle, comme tacler. Et je vois le mot confusion. D'accord. Je veux pas me focaliser, il faut pas que je me focalise sur ce que j'ai déjà entendu en fait. Donc voilà. Alors quand on dit confusion, parce que c'est revenu sur, 2 fois en moins d'une minute, qu'est-ce que vous entendez par confusion? Et qui est confus? Ou qu'est-ce qui est confus? Vas-y Peter. La première chose qui m'est venue quand tu as parlé de conflit Ukraine-Russie, d'accord, il a jailli un mot guerre énergétique. Ensuite, c'est suivi le mot guerre énergétique en bas, guerre énergétique et guerre de territoire en haut. Et guerre énergétique et guerre de territoire en haut. Ok. Oui. Ok. Alors, quand tu parles maintenant de confusion, il est normal que l'humain, donc en bas, il soit dans une confusion parce qu'il ne dispose pas d'un certain nombre de clés de décodage. Pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe là-bas et pour comprendre beaucoup plus généralement ce qui lui arrive. D'accord. Si tu vas dans ce que tu viens de me dire, guerre énergétique, quelle sorte d'énergie tu vois qui se convoite dans cette guerre? Donc, sur Terre, donc guerre énergétique en bas, il y a une guerre, quand on parlait d'énergie, on peut parler de tout ce qu'on voit, gaz, pétrole, énergie, mais qui est véhiculé où les échanges se font en termes d'argent, de monnaie, de financier. Donc ça, c'est une guerre d'énergie. L'argent, c'est l'énergie. Le pétrole, c'est l'énergie. Ça, c'est en bas pour résumer. Et ça, les humains, suivant les intérêts des uns et des autres, ils se battent en mettant d'autres prétextes, bien évidemment. Alors nous, ce soir, on se place en tant qu'observateur de la situation et de plusieurs observateurs dans plusieurs domaines par rapport à soit le pays, soit les pays et la population qui se trouvera. On observe. On ne donne pas spécialement un jugement aujourd'hui, c'est pas notre but aujourd'hui, c'est vraiment observer. Parfait. On va poursuivre. Alors Oksana, comme tu as rebondi, donc on va passer à toi. Alors qu'est-ce que tu peux nous sortir? Moi, ce que j'ai vu dès le départ, après je ne me suis pas trop accroché à cette image, mais il revient tout le temps. Je vois par exemple Poutine sur un balcon de théâtre, dans une loge, mais c'est comme si ils sont tous là-bas, les Américains, les Français, donc tous les dirigeants, ils observent d'une loge comme une pièce de théâtre. Et ils sont tous de mèche. D'accord. Donc tout ce qui se passe sur la scène, la guerre, quelqu'un contre quelqu'un, tout est une pièce de théâtre. Qu'en réalité, ils sont tous de même côté. D'accord. Donc voilà. Et c'est joué pour... Il y a
tellement de raisons de ces activités. Il y a les gouvernements cachés, il y a des plans différents. Donc c'est juste le jeu de matrice, mais pas seulement de matrice, c'est le jeu dans toute sa puissance. Et les gens réagissent, les gens qui sont réels, qui sont pas réels. Donc c'est le fiesta de tout ce qu'il y a de mauvais qui vraiment été lancé de le mauvais chez les humains. D'accord. On va le peaufiner, ça. Au fur et à mesure des questions, on va observer, on va dézoomer au fur et à mesure un petit peu notre observation. C'est pour ça que je vous ai pris la vision la plus éloignée dans un premier temps. Et on va se rapprocher. Un petit peu. Sylvie? Oui, tu m'entends bien? Je t'entends super bien. OK. Aussitôt que tu as posé la question, oui. J'ai perçu des drapeaux. Mais je n'ai pas perçu le drapeau ukrainien, curieusement. J'ai vu le drapeau russe. Et j'ai vu un drapeau que je ne connais pas, qui est rouge et vert. Je ne sais pas ce que c'est. Et tout de suite, j'ai perçu une locomotive. Pardon. Et ça me disait, cette guerre, Russie-Ukraine, est une locomotive. Et il y avait plein de wagons derrière. Et là, une multitude de drapeaux. Et ce qui me venait aussi, c'est que une locomotive, elle était vieille. Oui. Une vieille. Et elle est devenue une voiture. Et ça me ramenait aux anciennes guerres. Peut-être la Deuxième Guerre. Et ça me disait que on est en présence d'une ancienne façon de mettre en action, de mettre du mouvement les choses. Et cette confrontation semble être une locomotive pour quelque chose de beaucoup plus important. En même temps, ce qui me venait, c'est qu'une locomotive, c'est sur des rails. Donc, il y avait comme une direction, un horizon à l'action, à l'avancement de cette locomotive. Mais en même temps, je percevais qu'au-delà des rails, il y avait d'autres possibilités aussi. Mais qu'il y avait tout de même un chemin prévu par rapport au conflit. Mais c'est curieusement, je n'ai pas vu de drapeau ukrainien qu'on voit maintenant partout, que les gens promènent sans vergogne, souvent. Oui, voilà. D'accord. Ok. Tout ça, c'est hyper intéressant. Alors, si on va essayer de dézoomer un petit peu et d'aller, on va dire, comme si on va aller un peu plus proche. Déjà, dans un premier temps, si on dit guerre, il y a des forces en présence. Voilà. On va aller on va s'introduire dans les forces qui sont actuellement en conflit. On a les Ukrainiens. Alors, c'est pas les Ukrainiens, on va dire plutôt le président ukrainien et le président Vladimir Poutine. Donc, le président ukrainien, c'est Zelensky. Observez ces deux entités. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Peter? Donc, je me suis connecté aux deux, mais à des endroits différents. Oui. On peut les qualifier de chefs, donc qui dirigent. Et ça, c'est une formule donc, qui existe un peu partout dans le monde. Oui.
lorsqu'on dirige un peuple, une faction, derrière, il y a cette force de ce peuple qui se transforme en une sorte d'égrégore qui te pousse et qui te soulève. Donc là, cette force est beaucoup plus accentuée chez Poutine, donc qui tire cette force, premier abord, donc de son peuple, j'imagine, qui le soutiennent, ce qui est derrière, je vais y venir après. Et puis il y a l'autre président qui est là, mais qui est aussi poussé, mais ça vacille, ça va d'un sens et ça va dans l'autre. Il bouge beaucoup. Lis sa vibration. Ce que je peux lire dans sa vibration. Enfin, parce qu'en fait, quand j'observais les gens comme ça, je n'observais pas s'il est négatif ou positif. Est-ce qu'il est humain, déjà? Alors, il est humain dans le sens... donc, il a un corps physique et un corps humain. Maintenant, l'animation qui est derrière, je vois plusieurs étapes, mais lui, en tant que personne, je le qualifierais de personne à âme collective. Oui, c'est une marionnette, si je peux me permettre, qui peut être habitée par différentes énergies. Oui. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi. Plusieurs marionnettes. Oui, et Poutine, ce qui est derrière lui est particulier. Évidemment, ce ne sont pas deux individus qui s'affrontent, mais deux factions. On va dire ce qu'on en pense en savoir, le Deep State avec l'Ukraine, tout ce que ça comporte. Et Poutine, c'est comme s'il était baqué par un autre type d'énergie. Qui finalement n'est pas très différente, mais qui est différente. Oui, si je peux rebondir à ce que dit Sylvie. Sylvie, je ne sais pas si tu avais terminé. Oui, Peter. Oui, c'est bon, vas-y. Il y a quelque chose que Sylvie a dit qui est très important à la base, qui dit que cette guerre, c'est une continuité. Et elle a parlé de la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment une continuité, mais pas en termes d'entité ou de faction. Mais c'est une continuité en termes de considération humaine plus globalement. Ça veut dire que le cheptel humain, à chaque fois, donc depuis les origines, il se crée des factions humaines qui se battent d'une façon ou d'une autre. Ils pensent qu'ils se battent de manière primaire entre humains, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent ailleurs, sur d'autres plans. C'est pour ça que j'ai parlé de guerre énergétique en bas et de guerre énergétique et de territoire en haut. Mais ce que j'observe qui parfois peut choquer les gens, c'est que quand on observe les camps, les factions, et quand on observe en haut, les factions d'en haut, que ce soit d'un camp ou de l'autre, ils considèrent le cheptel humain comme une source d'énergie. Si telle ou telle faction peut dire on va extraire l'énergie de manière douce et que l'autre dit non, on va y aller avec beaucoup plus de violence ou de... comment dire, beaucoup plus de violence. Là-haut, il se peut qu'il y ait une mésentente et que telle faction place ou soutient tel ou tel leader humain dans un sens ou dans un autre. Alors, les humains, parfois, comme on manque d'informations, on va prendre un cas comme des gentils, l'autre comme des méchants, et ainsi de suite. Oui, d'accord. Et après,
on va dire Sokan, c'est la lumière, Sokan, c'est l'ombre. Mais moi, quand j'observe d'en haut, quand je me place sur le plan, on va dire au-dessus du plan astral, ces mouvements, ça dure donc depuis longtemps et ce n'est jamais que une façon de gérer le cheptel humain. Et par ces mouvements, l'humain, des consciences, ils peuvent petit à petit, un par un, prendre conscience de tout ce qui se passe sans s'affilier à un camp ou à un autre, puisque tous ces camps-là, imaginez que tel ou tel camp veut du bien de la conscience individuelle humaine. Pour moi, l'observation que j'ai, c'est que ça ne colle pas. D'accord. Sylvie, tu lèves la main, dites-moi. Oui. En écoutant Peter, les choses viennent. Ce que j'ai perçu, il parle de cheptel, Peter, la seule véritable, et par rapport aux forces extérieures à la Terre, la seule richesse ici, c'est le cheptel. Et le potentiel de conscience, il est dans le cheptel. C'est nous. Complètement. Et tous les dirigeants, peu importe leur couleur et leur faction, sont instrumentalisés. Ils pensent être en position de pouvoir, mais ils ne le sont pas. Ils sont moins en position de pouvoir que nous-mêmes, parce qu'ils ont perdu la capacité d'œuvrer par eux-mêmes, sur eux-mêmes. Et ils sont utilisés. Tandis que la population, le peuple, les citoyens, l'humain, le cheptel, c'est là qu'est le potentiel d'expression du soi. Et c'est ça, la richesse qui est, je ne trouve pas le terme, mais qui est, qu'on souhaite retirer, c'est des humains, c'est de l'humain. C'est là la vraie richesse. Oui. D'accord. Sylvie, Solène, pardon. Oui. Tu vois, par exemple, en comparaison des guerres d'avant, ouais. Les guerres d'avant, on disait, voilà, il y a la guerre, du coup, les gens avaient peur, ils faisaient la guerre, mais ils avaient peur par rapport au corps physique. Là, ils ont trouvé une subtilité, c'est-à-dire que plus tu es sournois et plus tu fais des faux semblants et que tu manipules, et plus je vois que l'énergie, elle change de couleur. Et en même temps, il y a plus d'énergie parce qu'il y a plus de monde aussi sur Terre. Ouais, d'accord. Donc, ça crée une excitation, quoi, je vois ça comme des courants électriques, en fait. C'est comme si on avait plein partout, quoi. Et que ça... Mais je vois, tiens, c'est marrant parce que j'ai l'impression quand même cette excitation des énergies, c'est comme si elle faisait un peu gonfler le globe de l'intérieur. Comme si le globe, il grossissait. Mais je suis pas sûre qu'ils s'en rendent compte, les deux loulous, là. Ils sont tellement occupés avec leur jeu débile. Et au-dessus de ces deux entités, ouais. Alors, pourquoi je te pose cette question? Si je comprends bien, ils font partie d'un mécanisme pour que, par leur, on va dire, leur perversité, puissent réveiller les consciences chez l'homme. Ça fait partie de leurs attributs. Et si tu regardes au-dessus d'eux, derrière eux, alors moi, les deux loustiques qui jouent, là, leur but, c'est pas d'éveiller les consciences. Hein. Oui, mais pour moi, eux, ils jouent. C'est pas... ils n'ont pas une intention de
on fait ça parce que ça va entraîner ça. Pas eux, pas ce que je vois. Non, mais malgré eux, hein. C'est Ah vraiment oui, malgré oui, eux, mais hein. malgré eux, toujours. Mais c'est eux, ils s'en rendent pas compte et en même temps, ils se fichent des conséquences. C'est comme un enfant qui écrase des fourmis. Il joue et il se fiche des... Enfin, il réalise pas. Donc, c'est pas mal, c'est pas bien. C'est juste que, bah voilà. C'est juste leur programmation, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et derrière eux, tu vois quoi? Au-dessus d'eux, tu vois quoi? En dézoomant, je vois l'intelligence, une intelligence globale qui laisse faire, enfin qui laisse faire, en même temps, elle n'a pas de choix que de laisser faire, mais qui voit, qui rigole en fait et qui voit l'intérêt à toute chose dans la vie. Même ce qu'on considère étant mort, tout a un intérêt en fait. Et c'est drôle dans le sens, on peut pas croire que tout n'est pas planifié. Donc c'est comme quand on fait quelque chose et par exemple si je dis je veux pas marcher dans cette flaque d'eau et je marche dans cette flaque d'eau, bah je rigole parce que j'ai quand même marché alors que je voulais pas et du coup en fait c'est comme si tout avait un intérêt, tout était drôle de conséquences en fait. Et à la fois, tout est parfait. Super. Donc eux font partie du... Donc ça répond à la question, en gros. Ils font partie du mécanisme pour du jeu, tout simplement. Mais aussi. Tout le monde, en fait. Tout le monde a des niveaux différents, en fait. On n'est rien sans l'élément le plus petit, en fait. Et ça commence par les atomes et tout fait partie du jeu, de l'expansion, en fait. Comme une respiration et qui revient. Ouais. Tout fait partie du jeu, quoi. Non, c'est très très bien, parce qu'on vient encore de voir le portrait de ce qu'on cherchait nous aussi déjà depuis longtemps. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à une question que tu as posée, Pierre. Oui, Peter. J'avais tout de suite observé que, par exemple, l'un des présidents, donc celui de l'Ukraine, c'était comme une cocasse vide qui est projetée et à l'intérieur de qui parle s'exprime et des tas de trucs. Le président russe, c'est un cas particulier en fait. C'est une énergie très bizarre. C'est pas une énergie qu'on peut qualifier de âme collective. Je peux dire que c'est quelqu'un qui a une âme individuelle, qui exprime une sorte de force, mais ça reste, c'est comme une force qui a été englobée dans une sorte de puissance astrale. Mais moi, quand je l'observe, lui, en tant qu'essence, j'ai l'impression qu'il est au courant des choses et qu'il est au courant même des forces astrales qu'il peut servir, qu'il est même au courant du fait que lui, en tant qu'esprit, à un moment ou à un autre, il doit se dégager de ça. C'est ça que parfois je peux même l'observer comme quelqu'un qui est ballotté. Mais le fait qu'il est au courant de choses occultes
donc de manière très très claire. Il est ballotté par les deux énergies, en fait. Ça le met dans une position parfois compliquée, lui, en tant qu'essence. Mais ce que j'observais, c'est que régulièrement, souvent, il est englouti par cette puissance astrale, cette force, cette faction, parce que c'est une faction, rien d'autre. Et tantôt, je parlais du fait que les négociations qui se passent dans des obédiences astrales, c'est souvent est-ce qu'on appuie sur l'accélérateur ou alors est-ce qu'on y va doucement. Ici, ce qui nous est présenté, c'est que, par exemple, la Russie, c'est violent, c'est ci, c'est ça. Mais quand je monte, ça appartiendrait plutôt à l'obédience qui veut soutirer l'énergie doucement. Et que l'autre camp, dont la marionnette, mais elle est pas, je ne vais pas la polariser ou la dénigrer en fait, parce qu'il y a beaucoup de manipulation derrière et des puissances qui ne peut pas contrôler. Donc la personne en soi, elle n'a rien à voir avec ça. On peut imaginer que c'est une faction moins violente dans le sens de soutirer l'énergie de manière moins violente, mais c'est tout le contraire. Mais dans tous les cas, imaginez que ces deux factions qui s'expriment là, mais quand j'observais beaucoup plus haut, c'est beaucoup plusieurs factions, sauf que j'ai fait un focus sur les deux. Sur les deux, oui, bien sûr. Ce qui nous est présenté, c'est pas ce qui se passe, mais je reviens sur un élément important que j'ai cité, ça ne me dérange pas de me répéter, c'est que la conscience humaine en bas, qui est poussée à prendre position, ça date depuis. Elle n'a rien à gagner dans tout ça. Ce qu'elle a à gagner, c'est de partir du fait qu'elle est pressée comme source d'énergie et prendre conscience justement de sa conscience, comment dire, prendre conscience tout simplement de qui il est, même pas de s'extraire, mais de dire qu'elle peut expérimenter tout ce parcours. Oui, en conscience. En conscience, tout en observant ses factions, tout en passant en observant les intérêts des uns et des autres. Par moments, elle peut être poussée à prendre parti ou à prendre l'autre parti, mais quel que soit le parti dans lequel momentanément tu te trouves, ne jamais oublier que c'est pas toi et que ne jamais oublier qui tu es, que tu es une conscience qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. D'accord. Merci, Peter. Très riche, très riche. Oksana, est-ce que tu peux nous partager les informations que tu peux avoir? J'ai des informations assez pas confus, mais que vraiment, on se focus sur quelque chose qui n'a pas tant d'importance. C'est juste un autre pas étape. Donc on se focalise comme on veut que nous se focalisons sur quelque chose qui est joué pour nous. Donc du coup, ça divertit des choses qui sont peut-être plus importantes. Tout à fait. Et surtout, ça nous place dans des scénarios de pensée un petit peu guidés. Oui. Qu'on aurait pu utiliser notre conscience pour s'ouvrir à autre chose. Et que peut-être, je dis pas construire, c'est pas l'histoire de construire notre ligne de temps, mais c'est vraiment un petit peu prendre de la distance, ne pas nourrir tout ça, et j'ai l'impression qu'on peut s'ouvrir à quelque chose d'autre. Oui.
Que c'est vraiment, c'est un peu la diversion mondiale qui se passe. C'est du même genre que toute épopée Covid. C'est tous les chaînes de la même scénario. On nous pousse à suivre et de faire attention et placer notre attention dedans. Oui, le fameux. Oui, s'ouvrir à autre chose. Oui. C'est le fameux drapeau rouge du taureau. Hein. Voilà. Donc du coup, ça donne pas trop envie de suivre, de rentrer dans ce... Parce que c'est tout visqueux, ce sujet. C'est vraiment... il y a tellement de choses qui sont discutées. Les informations sont très intéressantes, les éléments apportés, mais en gros, le sujet, c'est comme un bout qui te tire vers le bas. Tout à fait. Il faut pas qu'on rentre dans... Il faut qu'on reste sur une observation, encore une fois. Pourquoi ce sujet ce soir ou un autre soir, il y a des forces en présence, peu importe les forces que c'est comprendre quel mécanisme il y a derrière. Derrière ce petit foulard rouge que tout le monde regarde, qu'on veut bien nous montrer et que nous regardons, qu'est-ce qu'il y a derrière ce foulard rouge, à côté de ce foulard rouge, et comprendre pourquoi on agit de ce foulard rouge et alors qu'il se passe des choses derrière. C'est pas tant polariser ou rentrer dans le conflit ou dans la dualité, peu importe. C'est encore élever notre niveau de compréhension et de conscience en observant réellement, en observant l'environnement dans lequel on est, nous. Parce que c'est notre environnement. Même si c'est à quelques milliers de kilomètres, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé. On sort d'un mécanisme là actuellement pour en rentrer dans un autre, etc. Mais il y a un point commun dans tout ça. Ce qui est bien, c'est que du début, l'enjeu, si je le répète, l'enjeu, c'est l'éveil de l'être humain. Oui. On ne parle pas de l'enjeu des factions ici. Là. On parle de l'enjeu global, c'est ça. L'humain a eu différentes occasions de se réveiller. Il en a tous les jours. Mais d'un point de vue collectif, par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est exceptionnel. Donc, on est à un point de jonction, d'ouverture d'esprit de l'humain. C'est différent à ce moment-ci parce que l'humain, soi-disant, avance dans son intelligence et on va voir s'il a effectivement avancé. Et c'est ces événements-là qui le pressurisent et l'obligent à avancer, à s'ouvrir, à ouvrir sa conscience. Et c'est qui est tout double. Oui. Et Poutine, quand Peter en parlait, j'ai su qu'il sait d'où il vient. Il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Et je ne crois pas qu'il soit si ballotté que ça. Moi, je serais ballottée, mais je ne suis pas certaine qu'il est si ballotté que ça, lui. Peut-être l'humain. Mais au-delà de son humain, il y a son sang une grande sûreté. Il est ici pour une fonction. Il a un rôle et il le fait et il est essentiel dans le jeu. Solène parlait d'une game, un jeu, il est essentiel dans le jeu qui se déroule devant nos yeux. Il n'est pas un petit joueur. Il est un joueur stratégique maintenant. Parce qu'il y a des momentum dans un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Et il est très important maintenant. Et c'est sûr que tout ça est au service de l'ouverture de l'esprit, de la conscience de l'être humain. C'est ça l'enjeu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est ça le jeu suprême. Je voudrais juste rajouter un truc quand tu parles, Sylvia Auguste. Ça m'a dit Poutine, tu sais, en 2 mots. Poutine, il place dedans, tu sais, comme un jeu. Il place ses pions, tu sais.
Il se met dans... Oui, je comprends, oui. Et du coup, bon, par rapport à ce que disait Sylvie, du fait qu'il y a quelque chose qui se joue globalement, en fait, qu'est-ce que j'allais dire j'avais une information, mais je l'ai oubliée. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce qui se joue, hormis le fait que, oui, nous sommes oui, Pierre, en fait, ce qui se passe, c'est que cette pressurisation de la conscience qui se fait par secousses pour le moment. Là, récemment, on a connu les secousses et les manipulations de Covid, tout ça. Là vient cette guerre. Moi, l'information que j'ai, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Ouais, il y en aura encore. Il y aura encore autre chose après encore. Et c'est comme si, excuse-moi, oui, voilà. Je dis vite fait ce que je vois, et je te laisse la parole. C'est comme si, on appelle ça des vagues, en fait. Il y aura encore une autre vague après celle-là, en fait. D'accord. Mais je peux pas te dire quoi. Je sais pas. Donc, c'est pour nous réveiller encore plus, en fait. Voilà, en masse, quoi, en fait. Mais ce qui me vient aussi, Nathalie, Valérie, excuse-moi, lorsque tu dis ça, c'est que la vague, ça pourrait être nous. Oui, voilà. Oui, tout à fait, oui. C'est pas forcément, de mon point de vue, là, ici, en attente d'événements. Non, d'acteurs extérieurs. La vague, ça peut être nous. Et quand je dis quitte ou double, c'est ça. C'est où la vague, c'est nous, ou... Non, la vague, c'est nous le peuple, quoi, en fait. Les humains, en fait. Excuse-moi, Peter. Non, j'avais fini. Tout simplement, j'allais rajouter que le message que je voyais était paradoxal par rapport à quelqu'un qui se trouve sur le plan terrestre, parce que le message disait, ces vagues, c'est des opportunités, saisissez-le. Alors que quand on est pris dans le tourbillon, on ne voit pas ça comme une opportunité. Mais à l'intérieur de moi, je sais que ce sont des opportunités à saisir. Et si on dézoome un petit peu et puis on continue à rentrer un petit peu dans tout ça et on observe l'Ukraine, le pays en lui-même. La population, par exemple, déjà, dans un premier temps, avant le territoire. Observez la population de l'Ukraine. Quelle information vous pouvez avoir sur la population? Alors, je ne me connais pas trop en géographie des civilisations, mais le mot qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a un carrefour, en fait, de civilisations différentes. Et que, également, c'est un carrefour, un croisement d'énergie que je peux appeler cosmique différentes également. C'est pas un endroit banal. Oui, c'est ce que j'ai senti, c'est ce que j'ai vu aussi. J'ai vu un peuple très particulier qui est là. Et je l'ai vu, j'ai vu des cavaliers. Et ça veut dire que j'ai vu des chevaux. Et les cavaliers, je les ai vus avec des grands chapeaux de fourrure très très hauts. Et il y avait du rouge là-dedans. Il y avait de la fierté, il y avait de la victoire, de la conquête, aussi une certaine pureté dans la race, si on peut parler d'une pureté dans la race, porteur d'une certaine ADN, j'irais jusqu'à dire. Génétiquement, c'est particulier. Et comme dit Peter, c'est un espace, c'est un territoire, d'un point de vue historique en tout cas, qui a été habité par cette énergie-là. Et donc, elle est
elle est encore là, cette énergie-là. Elle a une puissance, elle a un potentiel. Oksana, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais moi, ce que j'ai vu vraiment tout de suite, qu'il y a comme... c'est le nœud énergétique. D'accord. Et que là, actuellement, il y a le fluide dans tous les sens. Donc, comme si on a appuyé sur ce poids-là, et l'énergie, en forme de peuple, commence à fuir. C'était ce mouvement-là pour chasser ce peuple de cet endroit. D'accord. Donc, c'est chasser le peuple des Ukrainiens de chez eux. Après, les Ukrainiens, ils ne se rendent pas compte de cette énergie. Parce qu'ils sont englobés dans ces croyances, dans ces mémoires, etc. Ils ont leurs objectifs, les petits objectifs, si je peux dire entre guillemets, mais ils ne se rendent pas compte à cette charge énergétique, le potentiel énergétique qu'ils ont. Du coup, pour l'instant, ça fuit. Tout le monde ne connaît pas sa puissance. Tout le monde ne s'en rend compte pas. Est-ce qu'il y en a qui s'en rendent compte? Est-ce que tu peux voir un Ukrainien sur le territoire, dans son pays, qui lui sait qui il est? Il y a des gens qui sentent cette énergie, sa puissance, mais c'est inconscient. Du coup, ils le canalisent dans la guerre. Voilà. Sauf qu'ils auront pu, avec sa puissance de conscience, tout changer sans les actions militaires. Oui. Donc, du coup, ils sentent le potentiel, mais c'est animalisé. D'accord. Je vois quelque chose au niveau tellurique. Il y a quelque chose dans la terre d'Ukraine, autour. Il y a quelque chose dans les profondeurs. Sylvie, continue ta pensée. Pervertie. Oui, elle a été pervertie, effectivement, parce qu'elle a été utilisée pour des œuvres de guerre. On va les appeler sombres. Des œuvres sombres. Et c'est pour ça, même, excuse-moi, au départ, quand tu as demandé comment on voit les deux présidents, moi, l'autre de l'Ukraine, j'ai vu une tête de moi. D'accord. C'est une énergie rouge. Il y a quelque chose au niveau du sol qui tient à la qualité peut-être de la pierre. Et c'est peut-être pour ça le drapeau rouge. Il y a beaucoup de rouge. Mais en Ukraine, il y a les jaunes et bleus. Mais c'est comme pas... Oui. C'est pas... le drapeau n'a pas de correspondance avec l'énergie. Je sens qu'il est faux. Le drapeau est faux. Il ne correspond pas à l'énergie qui est là, en profondeur. Il correspond plus à la Russie. Oui. Alors, sur le peuple, est-ce que quelqu'un a d'autres informations sur le peuple ukrainien? Est-ce que si je vous dis, par exemple, que ce peuple est un peuple nordique? Ce que ça m'a dit, ça n'a rien à voir avec la nordicité, mais j'ai vu que la femme a beaucoup d'importance. Là, tu as dit... En Ukraine, la femme a beaucoup d'importance. Et même si elle ne l'est pas ouvertement honorée, l'énergie de la femme a beaucoup d'importance en Ukraine. Et que ce soit chez l'homme ou chez la femme, cette énergie de la femme a beaucoup d'importance. Si je vous dis la race des Kanteki. Et qui? La race des Kanteki. Ça me dit des guerriers. Guerriers. Civilisation. Alors, Valérie, dis-moi. Moi, j'ai entendu une ancienne civilisation. Oui, d'où? Il me vient Gobi. 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 La région du Gobi, c'est Inde et Eurasie, je crois, Inde, Chine. En même temps, ça m'a dit Gobi. Et ça veut peut-être juste dire cette grande région-là. Évidemment, c'est le Nord. C'est une tribu qui vient du Nord.
Et je vois encore le rouge, le chapeau noir, la fourrure, très haut. Le rouge, l'énergie des chevaux, la cavalcade. Et en même temps, curieusement, ce n'est pas féminin, ça. Et il y a un paradoxe là. C'est comme, il y a ça qui est existant, et en même temps, il y a tout le peuple. Parce que ces guerriers, c'est ce que je vois, ne sont pas le peuple. C'est pas ça le peuple. Le peuple, il a une énergie douce, féminine. Alors, c'est justement, est-ce que l'ensemble de la population, justement, ukrainienne provient de cette race des Kanteki? Est-ce que c'est juste une partie? Sur les questions que tu as posées sur la civilisation et sur la race qui habite cette région, oui. C'était pas délié, c'était en fait, tu as posé une question sur les énergies du sous-sol, quelque chose comme ça, ou alors c'est Sylvie qui a mis sur la table. Le doigt, oui. Ensuite, tu as posé la question sur le peuple. Ouais. Ce qui est, nous les humains, on a souvent tendance à séparer les choses et les mouvements. D'abord, moi, quand j'observe comment les peuples sont placés sur la terre et comment ils se déplacent, la notion de peuple élu ou de je sais pas quoi, c'est pas une notion qui a un sens. Mais les peuples, ce que j'observe surtout, c'est que la terre est parcourue, que ce soit en bas ou sur le ground, donc sur la surface, et aussi en haut, par des tas de couloirs d'énergie. Oui. Et ces couloirs, ces énergies qui se déplacent, ça peut être des vortex, ça peut être ça peut être des chakras de la terre, ou je sais pas quoi. Ce que j'observe, c'est que suivant le type d'énergie qui parcourt ces couloirs, il y a des peuples qui sont compatibles avec cette énergie-là. On peut observer, là, je me baladais en fait sur des tas de points sur Terre, où je voyais que l'énergie qui correspond à l'Ukraine, oui, où se croisent des vortex, où se croisent certains couloirs ou chakras, il était plus approprié ou alors plus protégé, comment dire, compatible avec ce type de peuple. Point. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un peuple élu ou un peuple pas élu. Maintenant, comme le plan terrestre, le mot énergie est quasiment le nerf de la guerre, ce que j'observais, c'est que tel peuple, comme il a été, comment dire, influencé, parce que tout collectif sur Terre, tous les collectifs sont influencés par quelque chose, par des égrégores, par des forces qu'ils ne connaissent pas. Si l'énergie qui traverse ces couloirs, choses comme ça, est bénéfique à tel plan, donc si ce plan a une certaine force, puissance, mais que il trouve que son énergie, qu'est-ce qui va se passer ou quoi, que son énergie, qu'il ne pourra plus avoir accès facilement à ces couloirs, à ces vortex, à ces énergies, ou par des tas de mouvements que moi j'observe mais que j'ignore, ces couloirs vont se déplacer. Parfois, le peuple est obligé de se déplacer avec. Et parfois, pour déplacer des peuples en masse, il faut une guerre.
Et ce qui se passe en Ukraine, c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, on m'a parlé de guerre énergétique en haut, guerre énergétique en bas. Il y a quelque chose qui a à voir avec la guerre des vortex ou des couloirs énergétiques qui n'a rien à voir avec l'humain. L'humain, comme je venais de le dire, sur certains plans, pour pouvoir le bouger, pour pouvoir le déplacer en masse, la technique la plus courante, c'est la guerre. D'accord. Ces vortex-là, que si tu regardes... Oui, Sylvie en a parlé avec des énergies rouges qui... Alors, attends ma question. Oui. Zoom sur ces vortex. Où se trouve sur ce... Alors, tu zoomes sur ces vortex. Alors, ces vortex et ces couloirs, est-ce qu'on peut les qualifier de portails ou juste de vortex énergétiques? Alors, moi, je vois de vortex énergétiques qui vont, on va parler de l'intraterre, vers d'autres plans. Si toi, ce que tu appelles des portails, c'est quoi? C'est entre les planètes? C'est comme des vortex aussi. C'est entre les planètes ou les galaxies? C'est pas ça que je vois. Non, dimensions. C'est des dimensions, oui. Ouais. C'est des liaisons entre les dimensions et entre les entités qui peuvent, par exemple, traverser des dimensions, mais qui auront beaucoup plus de facilité à être portées par ces couloirs et par ces énergies pour aller de telle dimension à telle dimension. Et pour rejoindre, par exemple, la Terre et s'y fixer pendant un certain temps, y compris au milieu des peuples. Et puis, si les conditions changent, ils vont ailleurs. Mais l'occupation du terrain en fonction des couloirs, des énergies qu'on ne voit pas, nous, les humains, c'est un casus belli, je dirais, au niveau occulte. D'accord. Alors Sylvie, je donne la parole à Solène qui avait levé la main avant et tu prends la main juste derrière. Solène. Moi, ce ne sera pas long, c'est juste que j'ai vu, plutôt que le peuple, moi c'était la situation géographique qui était visée en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais comme si l'Ukraine était dans un centre géographique alors je vois une onde en fait, comme quand tu tapes, tu fais un choc sur un gong, les vibrations après se répartissent partout sur Terre. Et plus tu tapes au centre, plus l'onde de choc, elle se propage. Et en fait, c'est comme si la situation géographique de l'Ukraine faisait que c'était à la fois proche des gens, même dans leur, on va dire, dans leur inconscient collectif. C'est-à-dire que c'est à la fois un peuple proche et puis pacifiste entre guillemets, et loin pour pas être trop impacté, mais proche quand même. Enfin, il y a une histoire comme ça, comme si, tu sais, par exemple, si c'est, j'en sais rien, en Afrique, ça va peut-être, entre guillemets, avoir moins d'impact pour certains pays que d'autres, alors que là, l'Ukraine, c'est intéressant parce que l'onde de choc, elle se propage beaucoup plus à grande échelle, en fait. Ça touche vraiment tout le monde, on touche à l'Europe, on touche à plein de zones en même temps. D'accord. Sylvie? Oui, alors ce qui m'est venu, un paquet d'images et d'idées qui me sont montrées, c'est que dans le sous-sol de l'Ukraine, il y a une énergie particulière. Elle a été, ces dernières années, instrumentalisée, corrompue, comme disait Valérie. Elle a été corrompue et elle est distordue. Et
Par contre, je reviens avec mon idée que cette énergie féminine en Ukraine est très importante et je vois son importance par rapport à la Russie. Il y a de l'énergie plus guerrière, masculine. Et j'imagine que ce n'est pas que l'Ukraine, mais probablement tous les États autour. C'est des États qui viennent contrebalancer les énergies dans cette région du monde. Et comme Solène disait, ça a des répercussions, cette région d'Ukraine, non seulement en Russie, mais en Europe. C'est vraiment un espace qui a qui rayonne. Et il y a un potentiel de rayonnement qui peut être harnaché pour le côté sombre, ou qui peut être permis de rayonner tel qu'il est dans son potentiel, que je vois une énergie équilibrante, une énergie féminine, donc nourricière, à l'inverse de ce qu'on peut voir présentement dans les médias. Mais cette énergie, elle peut être instrumentalisée et complètement être corrompue, être tournée de bord. Je sais pas si tu vois faire, là. Et puis, voilà, c'est ça qui m'est venu. Il m'est venu autre chose, mais j'ai oublié. Et voilà. Oui, et ce qui se rajoute, c'est que le président Poutine, il est au courant de tout ça, que ce soit les énergies fossiles dont les humains ont besoin, ça, il manquerait plus que ça, mais qu'il est au courant de toutes ces énergies autres qui se jouent sur d'autres plans. Donc, il est au courant de ça. Contrairement... Mais les deux sont au courant. Oui, mais l'autre, il est moins... comment dire... conscient de ce qu'il fait. Il est beaucoup plus piloté ou téléguidé. Oui, c'est ça. Il lui manque... il a beaucoup de cases vides. Oui, il est utilisé, mais il est au courant de ces énergies-là. Je te dirais jusqu'à, non pas vraiment, non pas dans la profondeur de ce que ça peut vouloir dire. Il est très superficiel dans son regard sur le monde et sur les gens et surtout, c'est une personne superficielle. Tout à l'heure, Peter parlait d'une âme collective. Il aborde les choses de façon très superficielle. Donc, il a peut-être eu de l'information, mais il n'a pas la compréhension. Oui. Et est-ce que, alors, Poutine est au courant, pas de souci. Et si on se projette sur les dirigeants chinois, les dirigeants américains, etc. Excuse-moi, Pierre, pour Poutine, ce que j'ai aussi, ça c'est, j'essaie de me, tu vois, un petit peu distancier de toutes les connaissances, ce que j'ai lu, mais qu'il est vraiment, il est soutenu par les extraterrestres, par les alliances extraterrestres. Mais c'est pas si simple que ça, parce que lui, il a aussi son énergie à lui, et ses connexions avec ses plans à lui supérieurs, donc il ne peut pas être vraiment téléguidé. Donc du coup, même s'il y a des alliances extraterrestres avec lui, il n'est pas une marionnette, donc il n'est pas si malléable, il a sa force à lui qui peut jouer dans ses coopérations. Il n'est pas noir ou blanc, il a aussi des côtés... il a fait un consensus, quoi. Il a fait un... Il joue son rôle. Moi je dirais que l'alliance extraterrestre peut être vue comme plutôt positive, sauf que bon, c'est aussi très relatif, et que lui aussi, dans sa vision de sa mission, il peut être aussi assez brutal. Donc du coup, c'est vraiment, on ne peut pas dire que c'est des bons côtés ou mauvais côtés. C'est hyper compliqué, mais il y a ces alliances verticales, si tu veux dire, avec lui, son essence, etc. Et avec les gens des autres dimensions. Mais ils ne peuvent pas, lui, contrôler complètement comme avec le président ukrainien. Parce que lui, il a aussi sa propre force et connexion. D'accord. Et quand vous voyez que... donc là, on a Vladimir Poutine, on a le président chinois qui a l'air de vouloir s'allier avec lui. Est-ce qu'ils sont...
comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'ils sont dirigés par la même intention? Est-ce qu'ils ils sont sur le même pied d'ordre? Moi, je sens pas du tout. Je sens que c'est des alliés par calcul, conjoncture, temporaire. Complètement. Mais je vois que le président chinois, c'est toute autre énergie, beaucoup plus sombre. D'accord. Moi, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, le président ukrainien, là, je vois comme si il était inutile. Comme s'il était... C'était pas lui qu'il fallait regarder, en fait. Comme si c'était un pion, mais qui avait d'autres personnages qui étaient beaucoup plus importants que celui-là, en fait. On voit les alliances, entre parenthèses, qui se créent là, partout. Donc lui, de son côté, tu as toute la partie française, américaine, anglaise, etc. Donc c'est peut-être pour ça que toi, tu vois que... moi, je vois les Américains. Sachant que moi, je ne suis même pas... Enfin, j'ai juste appris qu'il y avait la guerre, mais vraiment, je lis rien du tout. Hein, donc, là, je peux pas intellectualiser pour le coup. Mais je vois que les Américains ont un rôle... sont beaucoup plus gros que l'Ukraine, en fait. C'est comme si l'Ukraine, il est mis comme ça en plein phare, mais qu'en fait... c'est pas lui qui est important dans cette histoire, quoi. Mais tous connaissent ces énergies qui se trouvent sur cette terre, ces portails ou ces vortex qui se trouvent sur cette terre. Et si je résume un petit peu l'ensemble des informations de Peter, de Sylvie et de tout le monde, de Valérie, c'est le but premier de ce conflit, c'est ça. C'est la prise du territoire pour pouvoir contrôler ces énergies et ces passages. Pour moi, il y a des participants à ce jeu qui savent plus que d'autres. Hein. Pour moi, ils ne sont pas tous égaux dans l'information, on va dire. Quoi, hein. Il y en a qui savent beaucoup plus et du coup, c'est presque eux finalement qui tirent les ficelles dans le sens où ils ont une vision globale du jeu plus importante en fait. Donc oui, il y a toujours un minimum d'informations parce que tu peux pas jouer sans quelques règles, mais il y en a qui savent pas tout. Hein. Donc le but réellement, si le résumé que je viens de faire est juste ou demande d'être complété, complétez-le. En fait, oui, il y a donc c'est ce qui est venu en fait, guerre d'énergie, et quand je parle d'énergie en bas, c'est aussi très en bas, donc très en dessous. Et quand on parlait d'énergie sur Terre, les gens ils entendent le pétrole et tout le bazar, ça en fait partie, parce que pour être dans la physicalité, ça compte. Mais il y a des guerres d'énergie en haut, et ça implique ce qu'on appelle des alliances et de circonstances, qui incluent le président chinois qui peut de temps en temps s'allier avec le président russe. Mais moi, quand j'observe les égrégores qui les gèrent, ce n'est pas les mêmes, mais je dirais les têtes pensantes de ces égrégores, ils peuvent eux-mêmes faire des alliances et de circonstances momentanées, mais dire qu'ils sont fusionnels, absolument pas. Aujourd'hui, c'est comme ça, mais dans quelques temps, les uns ils peuvent se retourner les uns contre les autres. Mais j'insiste sur une chose qui t'a devenir lourd, c'est que toutes ces alliances-là, l'humain doit les observer, comme un film ou une pièce de théâtre, et que au niveau, je dirais, de sa conscience intérieure et même de sa cosmicité, il doit se sortir de tout ça
Et d'ailleurs, le mouvement qu'on peut appeler cosmique, qui gère toutes ces, je dirais même ces égrégores, il va dans ce sens-là de secouer un maximum d'humains endormis, inconscients, pour qu'ils se réveillent et qu'ils observent ça. Donc, alors, on peut décrire, tout ça, oui, on peut décrire tout ça, mais ça revient en fait sans cesse. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis à 100%. Hein. À 100%. Mais vraiment, dans ce cas-là, pourquoi la guerre là-bas, sachant que... Pourquoi maintenant et pas avant? Sachant que tout le monde connaît la richesse de cette situation géographique. Et quand je parle de richesse, on parle réellement de, comme dit Peter, d'énergie, de vortex, etc. Voilà, de portail d'énergie. On parle d'énergie. Pourquoi maintenant et pas avant? Sachant que l'ensemble des protagonistes aujourd'hui, des dirigeants sur cette planète, sont plus ou moins au courant de tout ça. Ce qui me vient, et je m'interroge ici, est-ce qu'il n'y a pas là, dans cette région d'Ukraine, un chakra de la Terre, un des chakras importants de la Terre, et ce chakra est lié à l'amour, au cœur. Parce qu'on assiste à, comme on disait, une drôle de guerre. Il y a d'un côté l'ancienne façon, on voyait les locomotives, les anciennes voitures, l'ancienne façon de faire la guerre. Et on est invité à ne pas guerroyer face à ça, mais à entrer dans la compréhension et dans l'ouverture du cœur. Et est-ce qu'en Ukraine, il n'y a pas, au niveau de sa terre, un chakra qui correspond à ça et qui peut éveiller chez tous les êtres humains un chakra similaire? Une sensibilité similaire, encore une fois, une sensibilité nourricière, une sensibilité naturelle, aimante, qui n'a rien à voir avec la guerre, et que la guerre a toujours meurtri. Et que ça se passe maintenant parce que c'est le temps maintenant. On l'a vu avec les mouvements des troqueurs, que c'était un mouvement du cœur. On l'a vu. Est-ce que c'est pas ça qui est mis dans la balance? Et dans certains endroits du monde, il y a des espaces qui répondent, qui nous font entrer plus en fréquence avec cette énergie-là. Bien sûr. Solène? Moi, je vois ça comme une... En fait, d'un point de vue plus global, c'est comme si déjà le Covid avait préparé une certaine mise en matière, une certaine mise en bouche pour initier un petit peu les consciences à observer. Et là, c'est le deuxième round. C'est là où on peut vraiment pratiquer dans cette observation un peu plus cette centricité et essayer de surfer un petit peu sur la vague, en fait. Tellement c'est grossier, en fait. C'est ce timing Covid, là, nous, en France, le président, ils enlèvent le pass juste pour les présidentielles. Enfin, ça devient tellement plus gros, toujours plus gros, et la guerre et le machin, que pour les personnes qui ne sont pas conscientisées, ça leur met vraiment le nez en face du caca. Et pour les personnes qui sont déjà en voie de conscientisation, je vois ça comme un merveilleux exercice d'apprendre à être dans cette centricité et de passer à travers les balles, en fait. Alors moi, je ne vois pas de chakra comme Sylvie, mais moi, j'ai vraiment cette sensation que
que cette zone est importante parce il y a une espèce d'empathie qui se crée, quoi. Le peuple sent une reliance, un peu tous les peuples sentent une reliance parce que c'est quand même une région qui est riche et qui, du coup, tout le monde peut se projeter un peu plus facilement. Et du coup, c'est la proximité du lieu, tout ça, là, ça fait que ça ouvre un peu plus les consciences. Et en même temps, il y a le fait que pourquoi l'Ukraine, ça touche à l'Europe, ça ébranle l'Europe et l'Europe était quand même bien encrassée là, Paris, Londres, tout ça. Alors bien sûr il y a d'autres zones, mais avec le Covid et tout ce qui est la cabale et tous ces trucs-là, il y a des zones de concentration un petit peu dans le monde. Et l'Europe en est quand même une zone de concentration où il y a quand même pas mal de crassouilles liées aussi à la magie noire et tout ça. Et en fait, le fait que ça soit plus proche, c'est comme être plus proche d'un épicentre dans un earthquake. Donc ça secoue plus en fait, parce qu'il y a plus à secouer aussi en Europe, plus que peut-être ailleurs. D'accord. Donc tu vois, toi tu vois réellement tu ressens la particularité plus dans le peuple que sur l'emplacement géographique et la terre en elle-même. Plus pas dans le peuple, plus la géographie du lieu et l'incidence et le peuple dans le sens le côté européanisé, quoi. Pas dans l'essence du peuple même, comme ça peut être les peuples indiens et tout ça. Moi, je vois pas les ancêtres, je vois pas le côté ancestral important, mais par contre, je vois le côté géographique important, le côté européen important, le côté qu'on peut se projeter à travers ce peuple plus facilement que dans certaines autres nations où il y a des cultures tellement différentes que tous les pays occidentalisés, ils vont pas se projeter là-dedans, ils vont se dire, les Chinois, ils font ça comme ça, eux, les Indiens, ils sont sous-développés, nanani, nanana. Ils peuvent avoir des croyances limitantes, alors que là, il y a un peu moins d'excuses, parce qu'on est quand même face à un peuple qui est quand même occidentalisé, qui a quand même... ça a un autre impact, en fait. Si ça avait été... comme je dis, ou un petit pays genre Madagascar, ça n'aurait pas eu le même impact du tout. Non. D'accord. Alors Pierre, tu avais posé une question, je crois. Oui. En disant pourquoi maintenant, et puis Sylvia a enchaîné sur le chakra. Donc, pourquoi maintenant? Moi, ce que j'observe, c'est que cette guerre n'a pas commencé maintenant. Il y a des mouvements énergétiques, donc une guerre qui commence sur des plans que nous on ne voit pas, mais qui a commencé il y a déjà pas mal de temps. Et puis il a commencé petit à petit à s'exprimer dans la physicalité il y a quelques années. Donc le fait qu'il s'exprime de manière beaucoup plus intense là maintenant, c'est que c'est la période et qu'il y a des pions qui doivent être bougés, donc par un camp ou par un autre, et ça arrive chez les humains. Maintenant, concernant le chakra, je ne sais pas si je peux définir ça comme un chakra, en tout cas il y a un vortex ou un couloir énergétique qui est important, ça se voit très clairement, et qui suscite évidemment des convoitises. Et le fait que ce couloir pourrait générer une énergie, je dirais, d'harmonie ou une énergie d'amour par rapport à la Terre, moi, je vois pas ça parce que pour le moment, je vois beaucoup de changements. Donc, les énergies, ils bougent beaucoup dans cette zone-là.
et ils changent de couleur suivant que c'est occupé par un cas ou par un autre, mais le cas occupe l'espace sous l'énergie suivant ses propres intérêts, pas en tout cas pas suivant les intérêts de l'humain. Alors, Peter, je vais te poser une question. Oui. Par rapport à ces couloirs. Quelles fonctions ont ces couloirs? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Quelles fonctions ils ont? Quand on observe la Terre, donc de manière générale, il y a des couloirs, il y a c'est comme des couloirs de respiration, mais il y a aussi, c'est également comme des voies de passage qui s'échangent, où on peut dire les énergies ou même les entités passent d'un endroit à un autre. Mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que la Terre en soi respire, reçoit des énergies comme des chakras, des énergies cosmiques, tout comme tout est énergie et échange. Et à côté de ça, donc, qui fait vivre le plan terrestre, se crée des couloirs où des gens, des entités passent pour aller d'une dimension à une autre, suivant leurs intérêts. Donc, il y a tout un mélange de couloirs, tout un mélange de vortex qui ont des fonctions différentes suivant qui est-ce qui va les emprunter. Est-ce que quelqu'un a des informations sur la fonction de ces couloirs, de ces vortex, outre que la présentation que Peter nous a faite, qui est déjà hyper détaillée? Moi, j'ai pas d'informations sur les fonctions, mais ce que j'ai vu, c'est comme si l'Ukraine, c'est vraiment l'endroit de force, entre guillemets, donc c'est un de croisement de ces méridiens, de ces lignes énergétiques. Et donc, j'ai vu comme des images, si on appuie au milieu, donc du coup, la zone d'impact, elle est assez grande comme au-dessus de la Terre, donc ça trouve, comme Solène, elle disait, que l'Europe, l'Asie, etc. Et ça aussi, ça donne l'impact, c'est pas horizontal. L'impact, il va partout. Donc, dans l'intra-terre, à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, si on appuie sur ce poids qui est en eux, donc cette impulsion, il part dans toutes les directions. Alors, qu'est-ce qui se dégage de cette impulsion? Donc, déjà, c'est le poids de force et c'est l'énergie qu'on impulse dans ce poids, elle est amplifiée. Donc, ça sert comme un réseau de communication qui amplifie le signal qui est induit. Et du coup, tu peux induire ce que tu veux. Je vois d'un côté l'Américain appuie, ça donne résonance certaine. De l'autre côté, c'est Russe qui essaie d'appuyer. Donc c'est un peu la guerre pour la possession de cet endroit qui peut amplifier l'impulsion que tu peux induire. Et c'est pas seulement sur les surfaces de terre, mais c'est vraiment partout dans l'intra-terre, à l'extérieur. Donc, l'Ukraine, elle n'est pas le seul poids comme ça, hein. Mais c'est des endroits stratégiques. Tu en vois d'autres? Si. Je vois en Afrique, peut-être à l'intérieur de Russie. Je ne sais pas pourquoi l'Espagne, mais l'Espagne, ça donne pas cette ampleur sur les terres habitées. Parce que ça circule comme un cercle, c'est comme un épicentre. Et après, ça dépend jusqu'à où ça peut radier. Et en Europe? Au bout de l'Europe, il va couvrir l'Europe, mais il ne va pas toucher l'Ukraine ou Russie. Que l'Ukraine, elle est vraiment au milieu. Pour toucher les régions ciblées, c'était vraiment idéal. Et aux États-Unis, t'en vois? Je vois qu'il est à Floride. Je ne sais pas pourquoi c'est pas au centre. Et ils sont plus petits aux États-Unis, j'ai l'impression, ces endroits. Que l'Ukraine, c'est comme une grosse tâche. Et au Canada? Au Canada, je vois vraiment sur les frontières avec aux États-Unis. Et c'est plutôt comme une ligne. C'est vraiment, ça suit les frontières. Que l'Ukraine, il y a plus d'espace. C'est comme une tâche, comme le quart de pays. D'accord.
est-ce que c'est juste... je pose une question qui n'a rien à voir. Est-ce que c'est juste parce que c'est les événements en cours, donc le Covid, etc. Donc il faut penser à autre chose et puis on envoie une guerre et en réalité on s'aperçoit que là en discutant il y a c'est plus que il y a c'est comment je pourrais dire ça, ça se passe maintenant parce qu'il y a certainement eu un événement qui s'est produit juste avant, qui fait que on va récupérer l'endroit. Parce que pourquoi ça s'est pas passé avant? Est-ce que c'est pas juste une continuité de l'après-Covid? Parce que je pense que ils ont peut-être pas sorti tout leur arsenal Covid, je pense. Il y en a encore dans les poches, là, non? Moi, ce que je sens par rapport à l'Ukraine et la prise de ce poids énergétique, que c'était comme si pendant un moment, ils étaient à personne, que c'était un petit peu laissé à l'abandon, donc voilà, et que c'était le status quo qui est convenu à tout le monde. Et que là, après, qu'il y avait des tentatives côté américain de le prendre, donc il y avait le contre-attaque de Russie, mais ça ne s'est pas matérialisé en forme de guerre ou confrontation ouverte. Mais c'est déjà, ça me dit que après la fin de l'Union soviétique, donc c'était un peu pas à l'abandon, mais c'était un peu no man's land, ce poids-là énergétique. D'accord. Donc personne ne connaissait. Non, c'était connu, c'était juste que c'était pas la priorité ou c'était pas le moment. Tout était connu depuis des siècles. Alors Pierre, oui. La question que tu venais de poser, de comment repérer les points, ce genre de points énergétiques, il y a moyen de les repérer facilement sur Terre en observant des zones où il y a des conflits. Parce que on se focalise nous-mêmes souvent sur des guerres entre humains, donc parfois entre pays, parfois entre des factions humaines, mais quand on observe chaque fois dans cette zone de conflit, là récemment je crois que c'était la Syrie, avant c'était ailleurs, ainsi de suite. Quand on est vraiment avisé, il ne faut pas se concentrer sur cette guerre humaine. Enfin, donc il y a toujours une autre guerre énergétique qui se passe sur ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça que tout au début, ça me disait guerre énergétique en bas, guerre énergétique en haut et guerre de territoire. Et donc, l'une des indications qu'un humain peut avoir, c'est que quand il y a ce genre de conflit qui naissent quelque part entre les humains, c'est que d'abord ça a commencé énergétiquement bien avant, mais c'est qu'il y a un point énergétique important et qui est occulte. Mais dans les océans, je vois aussi qu'il y a ce genre de points qui sont occupés d'une manière ou d'une autre, mais comme il n'y a pas de population, donc qui sont là, il n'y a pas de guerre. Mais ces points énergétiques, ils existent. Autre chose, c'est que tout est en mouvement, y compris le plan terrestre physique, et qu'un point énergétique qui était important il y a 100 ans, qui était fixé, je ne sais pas où, comme ça bouge, ce point énergétique peut se retrouver dans un autre pays. On va voir, par exemple, le Canada, ou je ne sais pas, le Mexique, ou l'Afrique centrale, et que du coup, comme ça a bougé vers ce coin-là, automatiquement, à un moment ou à un autre, il va y avoir un coup. D'accord. Moi, pour répondre à ta question, Pierre, oui. Sur le timing là que tu poses, je vois comme si ça faisait une vague, comme s'il y avait une espèce de pause post-Covid, mais en fait, je vois plein de vagues comme ça, et c'est souvent comme ça, en fait. Ils nous chargent,
ils nous laissent un petit peu tranquilles, ils nous rechargent, ils nous laissent un petit peu tranquilles, ils nous rechargent. Comme si ils nous laissaient un peu le temps de nous recharger un petit peu, quoi, pour mieux nous ponctionner, certainement. Donc, du coup, je vois que le timing est lié aussi aux autres précédentes. On parlait tout à l'heure des guerres. Il y a un laps de temps entre la première et la deuxième guerre. Enfin, à chaque fois, il y a quand même des temps. Et là, je vois que les temps, ils s'accélèrent de plus en plus. Ils nous donnent de moins en moins de répit. Mais il y a quand même des mini-pauses, quoi. D'accord. Donc on va le prendre. Au niveau du timing, c'est juste un petit complément qu'il y a aussi le facteur que le Covid il a bien épuisé les gens, affaibli les pays, l'économie, que c'est vraiment le moment que l'énergie il est en bas. Donc du coup, c'est un moment assez propice pour profiter de faiblesses des uns et des autres, pour justement pour entamer la guerre, pour que ça... c'est comme jeter un petit, je sais pas quoi, étincelle sur quelque chose qui est déjà très sec, tu vois, ça prend. Oui. D'accord. Donc ces guerres sont la continuité c'est le tirage propice, affaiblissement par Covid, parce que ça affaiblit tout le monde, tous les strates, sur tous les niveaux, psychologiques, économiques, physiques, tout. Donc du coup, ajouter une guerre, c'est vraiment, ça prend très vite. D'accord. Sans regarder l'avenir. Les conséquences seront encore pires que si c'était en temps que tout fonctionne bien. Mais c'est marrant parce que en même temps, je vois ce que tu vois, et en même temps, du coup, ça devient, enfin, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, mais ça devient tellement grossier que potentiellement les personnes qui sont conscientisables, elles voient le truc un peu plus haut. Ça sert le plan d'un point de vue plus haut. Et il y a toujours plusieurs aspects dans chaque événement. C'est tellement multicouche qu'on peut le regarder sur tous les points de vue. Il y en a énormément d'angles de regard dans chaque événement. Ouais. Et beaucoup, du coup, comme on est de plus en plus à conscientiser, donc on voit un bénéfice à cette guerre, à ces guerres. C'est toujours l'ouverture de conscience des gens. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu potentiel. Le potentiel, il est de plus en plus présent. Il est de plus en plus important. Pour moi, c'est l'enjeu. Au-delà des choses humaines, de contrôle, de pouvoir. Donc, c'est à nous de cesser de regarder. Tout à l'heure, c'est Solène qui parlait de théâtre extérieur, et d'entrer dans notre substance, dans notre création, parce qu'on n'a pas le choix, parce que le théâtre est devenu absurde. Donc, non seulement c'est du théâtre, mais c'est un théâtre absurde. Et je ne crois pas qu'aucun humain veut participer à l'absurdité, aucun humain conscient. Et donc, les individus qui sont sur le chemin de la conscience, ça les oblige à entrer dans leur propre créativité, donc, si on peut dire leur propre théâtre, mais qu'ils le fassent à leur goût, et non plus d'être imposés par le théâtre des autres, des happy few, d'une élite.